Aujourd'hui, je vais vous parler des véhicules autonomes et de l'efficacité énergétique. Et je vais mettre un peu plus d'accent sur le lien qui unit justement ces deux technologies qui sont appelées à changer beaucoup de choses dans nos vies, dans nos déplacements de tous les jours. Donc, dans un premier temps, il faudrait comprendre c'est quoi un véhicule autonome, puis aussi c'est quoi les avantages et éventuellement les inconvénients. Donc, à la base, un véhicule autonome, ça va être beaucoup plus un véhicule qui est capable d'effectuer certaines manœuvres de manière automatique sans intervention humaine. Il faut comprendre que pour la conduite automobile, il y a beaucoup de manœuvres à effectuer et on ne parle pas d'avoir la possibilité ou la capacité d'en effectuer la totalité. C'est pour cela d'ailleurs que des standards existent pour définir ce qu'on appelle des niveaux d'autonomie. Et donc, à chaque fois qu'un véhicule acquiert des compétences de manœuvre plus complexes, on dit que ce véhicule a un niveau d'autonomie proche de 5. Donc, le niveau 0 étant le niveau de base, où il n'y a quasiment aucune assistance et où l'humain est au contrôle de toutes les commandes. Le niveau 5 étant le niveau supérieur, où l'humain n'existe pas dans toutes les manœuvres et dans tous les contextes d'évolution du véhicule, y compris l'hiver, ce qui est un défi énorme aujourd'hui. Donc, regardons un tout petit peu les composantes principales d'un véhicule autonome. Donc, un véhicule autonome à la base, c'est un ensemble de capteurs, beaucoup de capteurs, pour permettre justement de pouvoir un tout petit peu regarder ce qui se passe autour du véhicule en tout instant. Et ces capteurs consomment de l'électricité. Et on viendra tantôt parler du lien entre l'électricité et l'autonomie des manœuvres. Au-delà des capteurs, il va y avoir aussi un ensemble d'organes de calcul. Pourquoi? Parce que, un tout petit peu comme un humain, ça prend un cerveau, et le cerveau, essentiellement pour le véhicule autonome, c'est des ordinateurs qui vont utiliser plusieurs outils, dont principalement l'intelligence artificielle, pour être en mesure de comprendre ce qui se passe dans l'interaction entre le véhicule et l'environnement, puis par la suite prendre de bonnes décisions, toujours en mettant la sécurité comme étant le critère numéro un. Et une fois que la décision est prise, il va falloir l'exécuter. Et l'exécution de cette décision passe par des organes d'exécution, ce qu'on appelle des dispositifs d'actionneurs. Et essentiellement, c'est de remplacer le volant, la pédale d'accélération, la pédale de frein, par essentiellement des commandes qui viendraient d'un ordinateur. Tout ça, évidemment, ça se passe avec un véhicule qui généralement reste connecté. Vous allez comprendre qu'évidemment, on ne peut pas tout mettre comme information sur un véhicule. C'est pour cela que la connexion devient très importante. Les avantages, on peut s'en douter, évidemment, le plus gros avantage, c'est la réduction des accidents. Essentiellement parce que certains facteurs humains qui sont très rapportés dans les accidents n'apparaissent plus quand on parle de véhicules autonomes. Il y a aussi l'avantage d'avoir un gain net au niveau financier qui a été rapporté dans différentes études. Et au Canada, ça se chiffre à peu près à 5 milliards qu'on pourrait avoir dans l'économie de manière directe. Et au-delà de ça, on va parler également de la réduction de la congestion, mais ça, c'est beaucoup plus discutable parce que certaines études montrent que l'autonomie des manœuvres va amener certaines clientèles qui, naturellement, n'avaient pas accès à un véhicule à vouloir se déplacer encore plus et donc à augmenter le risque de congestion. Néanmoins, la capacité d'autoplanification de trajectoire va faire en sorte que cette technologie ne viendrait pas renforcer la congestion, mais au contraire, trouverait des alternatives pour ne serait-ce que réduire l'impact de la technologie sur le trafic. Parmi les inconvénients, je vais en citer juste deux. Il y en a plusieurs. Et le plus gros inconvénient, c'est évidemment les emplois qui seraient liés essentiellement au transport. Ces emplois ne vont pas disparaître, mais vont simplement se transformer. Et il y en a une partie qui vont être déplacées dans d'autres sphères de l'économie, de la vie de tous les jours. Il y a également ici comme inconvénient appréhender le nombre de voyages qui risque d'augmenter. Comme je l'ai dit tantôt, l'accessibilité fait en sorte que des clientèles traditionnellement
qui n'utilisent pas ce moyen de transport vont se mettre à vouloir l'utiliser et donc ça va ouvrir la porte à une augmentation tangible du nombre de trajets et du nombre de voyages. Parlons maintenant de cette convergence de deux technologies, de deux autonomies. L'autonomie énergétique, c'est-à-dire la capacité d'un véhicule électrique à pouvoir parcourir une distance donnée sur un territoire, et l'autonomie de navigation, c'est-à-dire la capacité du véhicule à pouvoir se déplacer tout seul, sans intervention humaine. Donc, quand on met ensemble ces deux technologies, il y a un défi important. Parlons d'abord de l'autonomie énergétique. L'autonomie énergétique, évidemment, ça a un impact important sur un véhicule électrique. Et le véhicule électrique, il a été choisi parce que c'est un support facile à travailler quand vient le temps de déployer la technologie de véhicule autonome. Au-delà de la facilité, c'est également une technologie de mobilité qui est propre. Et donc, d'avoir en même temps cette technologie propre et cette fonctionnalité avancée de sécurité qu'offre l'autonomisation des manœuvres fait en sorte qu'on a un objet qui est en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir et qui va changer considérablement nos modes de déplacement. Mais l'hiver, un véhicule électrique a déjà son autonomie réduite d'à peu près 40% et parfois plus. Les capteurs, comme je l'ai expliqué tantôt, il y en a plus d'une cinquantaine, voire une centaine. Ces capteurs vont consommer de l'électricité et vont aggraver le problème d'autonomie énergétique d'un véhicule électrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on dit, et ce qu'on prétend, et ce qu'on essaie de démontrer à l'UQTR, c'est qu'il est possible d'exploiter la force de calcul et les capteurs qui sont déjà utilisés sur ces véhicules autonomes pour ne serait-ce que anticiper et voir réduire l'effet, l'handicap énergétique introduit par les capteurs et les autres organes utilisés par les véhicules autonomes. C'est comme on venait de dire que le fait de rajouter les fonctionnalités d'autonomie de navigation ne viendrait pas réduire l'autonomie énergétique, ce qui est très intéressant. Donc, pour donner un exemple, prenons le cas de quelqu'un qui habiterait à Trois-Rivières, qui viendrait étudier ou travailler à l'UQTR sur un trajet de 5 km. Donc, on a calculé, on a mesuré environ 3000 watts pour ce déplacement. Et si on rajoute la consommation électrique due au capteur de l'autonomisation, on se ramasse autour de 3500 watts, c'est-à-dire 500 watts uniquement pour alimenter les capteurs. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a moyen d'utiliser ces mêmes capteurs pour être en mesure de pouvoir réduire en général l'énergie consommée pour se déplacer sur le même territoire et pour la même distance. Et comment on va le faire? C'est ce que nous appelons une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui va non seulement considérer ce qui se passe dans le véhicule, mais va considérer aussi l'interaction du véhicule et son environnement. Il y a deux éléments clés dans l'approche qu'on propose. C'est vraiment de regarder la capacité, d'améliorer la capacité du véhicule électrique à récupérer de l'énergie de freinage, ce qu'on appelle la régénération énergétique. Évidemment, cette fonctionnalité, elle n'est pas efficace à 100%. Elle ne peut pas tout récupérer. C'est pourquoi on va combiner un aspect important, c'est l'anticipation des événements de freinage. Plus on est capable d'anticiper qu'il va y avoir un freinage, mieux on prépare tout le véhicule pour être capable de récupérer au maximum l'énergie. Les deux éléments combinés nous amènent tranquillement à pouvoir effacer la dépense énergétique qui serait due à l'autonomisation du transport. Et les premiers résultats qu'on obtient tendent à prouver, c'est à vérifier, à valider cette hypothèse. Et je dirais qu'on est même allé plus loin et on tend à démontrer que les instruments déjà à bord pourraient naturellement permettre d'augmenter l'efficacité énergétique du véhicule au complet. Tout ça à travers, évidemment, des outils très puissants d'intelligence artificielle. Tout ce travail a été fait, évidemment, avec certains de nos partenaires, la Fondation de l'UQTR, qui nous supporte depuis le début de cette aventure, l'UQTR qui nous offre un cadre aussi intéressant, très agréable pour travailler, le CRSNG,
la chaire de recherche du Canada qui est financée par le secrétariat du Canada, certains partenaires américains, notamment Poly5 et aussi Hexagon et Autonomous Staff, qui nous aident du côté technique pour être capable de pouvoir transformer un véhicule réel en véhicule autonome. Merci.